Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Laetitia. Salut Laetitia. Salut Sébastien, salut tout le monde. Alors, je suis content d'aller à ta rencontre, de t'interviewer. C'est un petit moment que je suis notamment sur LinkedIn à travers tes publications, mais également sur Instagram à travers les jolies photos que tu postes et l'environnement dans lequel tu vis. Et voilà, tu pourras nous dire où tu vis. En tout cas, c'est dans un bel environnement qui me parle avec beaucoup de bleu, de blanc et la mer. Donc, du coup, je suis fan. Et comme j'aime aussi l'art et du coup, j'ai été vite, inspiré parce que tu véhicules en tout cas. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller à ta rencontre. Ravie, je suis très contente. Alors, je sais pas si tu connais le principe du podcast. En tout cas le mien, mais souvent j'aime bien commencer par un petit portrait chinois. D'accord. Pour un petit peu mettre de relief sur ta personnalité. Et ensuite, on reviendra sur ton parcours, on parlera de mental, du tien, et on finira en tout cas l'épisode par quelque chose que tu as envie de laisser comme trace dans cet épisode et que tu as envie de partager avec mes auditeurs. Ok, super. Alors, on va commencer par le petit portrait chinois, si tu es d'accord. Ok. Voilà. Allons-y. J'ai des petites questions. Alors, essaye de justifier à chaque fois tes réponses pour comprendre le choix de tes réponses. Si tu devais être une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? C'est trop facile. Ah ouais? Bah oui, tu le sais, non? Donc, ce serait le bleu, parce que le bleu, pour moi, ça a toujours été la couleur. J'adore cette couleur. Donc, c'est la couleur de la mer, du ciel, donc d'espace qu'on peut voir, mais qu'on peut pas vraiment attraper non plus, qui sont à la fois ici, mais en même temps qui semblent immenses et qui semblent nous dépasser, nous avaler tout cru. C'est la couleur du mystère, la couleur de l'immersion, la couleur, je trouve aussi un peu de la transcendance. Et moi, ça me fait voyager, ça m'évoque la Méditerranée. C'est vraiment une couleur lumineuse. Et il y a aussi un petit côté magique dans le bleu parce que tu vois, par exemple, la mer, c'est une grande étendue bleue quand tu la regardes, mais quand tu prends de l'eau dans tes mains, c'est transparent. Donc, je sais pas, moi, le bleu, vraiment, c'est une couleur qui me fascine et qui m'a toujours fait vibrer. Et c'est aussi pour ça, du coup, que je l'ai utilisé dans ma communication pour la Casa Azul, quoi. Ouais, la Casa Azul.
C'est l'endroit où tu vis, pour préciser Ouais, aux, exactement. aux auditeurs. Et c'est en Espagne, hein, c'est ça? C'est en Andalousie, ouais. Ouais. Si tu devais être un moment de la journée, lequel choisirais-tu? Je choisirais, alors, un peu difficile parce que en même temps, j'aime bien le matin, parce que le matin, c'est là où tout commence. J'aime bien les couleurs du matin, quand le soleil se lève et tout ça. Et je suis quelqu'un qui est plutôt productive le matin. Mais en même temps, j'aime bien aussi le crépuscule. J'aime bien quand la nuit, elle tombe. Et là, en fait, j'ai un regain d'énergie. Et c'est pareil, j'ai plein d'idées aussi. Et je suis très productive le soir. Mais pas de la même façon. Le matin, c'est plus pratico-pratique. Le soir, c'est plus des idées artistiques, un peu plus créatives. C'est un monde un peu imaginaire et crépusculaire. Donc, j'aurais un peu du mal à choisir entre matin et soir, mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait l'équilibre. Tu vois, c'est un peu yin-yang. J'aime bien les deux aspects. Si tu devais être un livre, lequel choisir? Bah, Le Petit Prince. J'adore, j'adore Le Petit Prince. C'est un livre avec lequel j'ai un rapport un peu particulier. Je le vois avec une certaine mélancolie et en même temps, il me rend très heureuse. Bah voilà, on en vient encore au même, hein, c'est yin-yang, c'est l'équilibre. Mais je trouve que c'est un livre à mettre entre toutes les mains et c'est un livre que tu peux lire et relire un peu à tout âge et tu vas toujours y percevoir des nouvelles choses, des nouveaux enseignements et en fait, il va évoluer avec toi au fil de l'eau, au fil du temps. Et voilà, c'est un livre qui me parle énormément. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire et qui éventuellement guide ton quotidien. Ouais, alors j'aime bien une citation de Gandhi, ok? Elle est un peu longue. Alors, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Ouais, je la connais bien, ça. Elle est chouette, je trouve. Ouais, elle me parle beaucoup et en fait, je trouve que, enfin, elle résonne, tu vois, c'est vrai. En fait, il y a des citations, elles sont jolies, mais bon, un peu tirées par les cheveux. Bah, celle-là, je trouve qu'elle a un peu, elle fait un peu office de vérité absolue, quoi. C'est clair. Donc, ça, en gros, notre identité est définie par nos actions. Ouais. Quelle est ta principale qualité? C'est dur à répondre à ce genre de questions. Ma principale qualité, c'est sûrement pas la patience. Ma principale qualité, ouais, t'aurais dû me l'envoyer longtemps avant pour que je puisse. Je crois qu'on arrive à trouver nos défauts, mais pas nos qualités. En tout cas, pas facilement. Mais je dirais la curiosité et l'ouverture. Et si tu devais te donner ton principal trait de caractère? Ouais, c'est dur aussi ça. Mon principal trait de caractère, bah, allez, je dirais créative. Bah oui. Est-ce que ça t'arrive d'écouter des podcasts? Ah oui, beaucoup, beaucoup, énormément. Et d'ailleurs, j'ai dû me restreindre parce qu'il y a eu une époque où j'en écoutais trop. Et en fait, ça devenait du bruit mental. Ok, intéressant. Et c'est quoi un peu ton style d'écoute et quels sont on va dire, tes principaux podcasts que tu écoutes sans bruit mental maintenant? Alors, je vais regarder un peu dans ma bibliothèque actuellement. En gros, ce que j'écoute beaucoup, c'est des podcasts de dev perso, de philo, des podcasts autour de l'art, de la créativité. J'aime bien un créateur de contenu qui est en train de vraiment émerger. Il a créé le podcast Le Dolmen. C'est super intéressant. J'aime bien aussi Métamorphose, qui est un podcast qui a bien pris, hein, c'est Anne Guéquière. J'aime bien le podcast Vibe de ma copine Marine. Bah oui. Petite dédicace. Et après, j'aime bien, tu vois, les podcasts autour ouais, de l'inspiration, de la créativité. Je t'en cite quelques-uns. Place des Illus, Fais-moi une place, Les Créatives, Edo Fraîche, Réserve créative, Exprime, Nouvel Œil. Ouais, tous ces podcasts-là. Et après, j'aime bien aussi les podcasts narratifs. Les gens, ils racontent leurs histoires, enfin des histoires qui leur sont arrivées. Alors des fois, c'est pas intéressant. Il faut faire le tri, hein. Tout ne se vaut pas. Mais dans Transfert,
Le podcast Transfert, il y a des chouettes épisodes. C'est aussi le genre de podcast que j'aime. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire? Alors, j'aime bien la créatrice artiste Natasha Birds parce que, en fait, c'est une nana que je trouve hyper authentique et hyper vulnérable. Et ce que j'aime bien, c'est que elle a toujours gardé, tu vois, son style tout en évoluant et en surfant un peu sur les tendances, mais en restant hyper elle-même. Donc, je trouve qu'elle arrive à être sur ce fil qui est quand même très difficile à conserver. Et j'aime bien, ouais, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien son univers. Donc, il y a elle. Et après, j'aime bien aussi une autre personnalité. Bon, pas en tant que personne, hein, mais pour ce qu'il crée, ce qu'il fait. Sa création me parle. C'est un écrivain qui s'appelle Didier Van Covelaert. Je sais jamais trop comment ça se prononce. C'est un auteur qui a écrit déjà plein de romans et qui continue à publier. Lui, j'aime bien parce que, en fait, il a complètement aussi son univers et ses romans. C'est toujours beaucoup de magie, de surnaturel, mais dans le réel. Et ça amène plein de questions philosophiques. J'aime vraiment beaucoup aussi lire et je trouve que ce qu'il fait, c'est toujours, voilà, il y a toujours aussi ce fil conducteur qui vient nous faire nous poser plein de questions et voilà, j'aime beaucoup. Toi, t'es beaucoup dans le VACOG. Ça te parle, le VACOG? Non? Visuel, auditif, Ah, kinesthésique. ouais, si, c'est vrai. Ouais, Moi, genre, complètement. en t'écoutant, tu me dis, j'aime écouter, j'aime lire, j'aime, tu vois, Oui, c'est vrai. et puis, du coup, t'es dans le kinesthésique, créer avec tes mains. Donc, Oui, complètement. une petite dernière, avant d'aborder ton parcours. Si tu devais inviter une personne sur mon podcast pour découvrir son mental, qui aimerais-tu que j'invite? Bah voilà, je t'ai parlé d'un podcast, et ben il s'appelle Étienne Ler, Ler. Et en fait, c'est une des meilleures découvertes que j'ai fait dernièrement au niveau création de contenu. La profondeur et les questionnements qu'il apporte à seulement la vingtaine, hein, il est très jeune, mais il apporte un angle très, très profond et qui va un peu à l'encontre de tous les contenus qu'on voit actuellement. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit être très intéressant à interviewer. C'est noté. On ira le solliciter. On verra s'il accepte. Alors, on va revenir sur, bah, du coup, maintenant ton parcours. Hein, merci Oui. pour ce petit portrait chinois. Merci à toi. Qui souvent inquiète mes invités parce qu'ils savent pas trop à quoi ils s'attendent il n'y a pas les questions, ils savent pas ce que je vais leur demander. Donc Non, là, j'aime bien, c'est marrant. on revient sur quelque chose voilà, de plus précis puisque finalement, on rentre dans on va dire dans le déroulement de tous les épisodes. J'aime bien revenir sur le parcours. Et Oui. du coup, il est fait de quoi ton parcours? Alors, mon parcours, bah, c'est plutôt une petite fille très scolaire et studieuse, mais qui n'a pas du tout de pression de la part des parents à la maison, hein. Elle se met bien la pression toute seule. Et ben, en fait, tu vois, moi, j'étais toujours plutôt quelqu'un de littéraire et d'artiste. Donc, j'ai fait une première littéraire, terminale L, option art plastique. Ensuite, je suis partie en faculté d'art plastique. J'ai fait une année de licence aux Beaux-Arts de Palerme en Sicile, en Erasmus. Ensuite, j'ai fait un master 1 en rentrant d'art et en même temps, j'ai préparé le CAPES d'art plastique la même année. Ça a été une année très difficile parce que donc j'ai écrit un mémoire et en même temps, j'ai préparé un concours. Donc c'était très anxiogène, mais voilà, enfin j'y suis arrivée. Donc du coup, je suis devenue prof très très jeune. J'avais 22 ans. Donc j'ai fait mes années de stage, enfin mon année de stage en France, dans le nord de la France, dans le bassin minier, en zen, sympa. Et après, bah, j'ai dit, bah, il faut que je me carapate, il faut que je sauve ma peau. Non, en fait, j'aurais pu rester, mais tu vois, j'avais été jeune et je me disais, faut que j'explore un peu le monde et j'avais cette option, cette chance en fait de pouvoir jouer le peu de points que j'avais pour les îles françaises. Donc, j'avais un voisin à l'époque qui nous a très bien vendu la Réunion parce qu'il était réunionnais et du coup, j'ai mis mes points sur mon premier vœu, la Réunion. Puis, bah, j'ai eu la Réunion. Gros coup de bol parce que les années suivantes, la Réunion, c'est devenu bouché et impossible à avoir. Et donc, j'ai enseigné les arts plastiques 8 ans à La Réunion. Et voilà, donc ça, c'était mon parcours initial, donc très littéraire, artistique et dans l'enseignement artistique. Et
Et ensuite, donc on a eu avec mon mari nos enfants assez jeunes et on a eu 3 enfants en 21 mois. Donc avec l'isolement, l'insularité, c'était devenu très compliqué de bouger avec les 3 enfants et de gérer ce petit monde sans aide sur place. Donc on s'est dit bon, on va peut-être rentrer en Europe. Et puis on a envie de vivre d'autres choses. Donc voilà, on a tout vendu, tout ce qu'on avait. Et on a laissé notre job et on est rentré en Europe avec les 3 enfants et quelques valises et on s'est installé en Andalousie parce que mon mari est andalou. Et là, la nouvelle vie a commencé. Donc là, c'était plus l'entrepreneuriat pour pouvoir rendre compatible la vie pro et la vie perso et s'occuper des enfants. Et donc, tous les deux, on a dû se réinventer, quoi. On n'avait pas de chômage, on n'avait pas de travail en arrivant. On a dû tout recommencer à zéro, quoi. Inspirant en tout cas, ça veut dire qu'on peut le faire. Parce que- C'était folklorique, hein. Ouais, mais bon, ça veut dire qu'avec avec de l'envie, avec voilà, Du cognac. ouais, c'est ça. Et puis on a tous des compétences à faire valoir dans des domaines Ouais, différents, certes, mais où on peut créer sa propre activité. On peut, j'ai envie de dire, on peut rêver et créer sa vie rêvée, quoi. ouais. Ouais, de toute façon, tu vois, nous, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que moi, ça me fait toujours un peu rêver, tu vois, les gens qui me disent oui, j'ai 2 mois de chômage, donc tu peux 2 ans, pardon, donc j'ai 2 ans, voilà, pour créer mon truc, je vais y aller à fond, je vais me dédier à ça. Je me dis c'est trop beau, quoi. Nous, on n'a pas eu ça et en fait, c'était un peu, tu vois, l'urgence, quoi. En gros, c'est bon, allez, on se retrousse les manches et il faut y aller parce qu'il y a rien qui rentre, quoi. Il y a rien qui rentre. Et du coup, heureusement, ça s'est bien passé et on a trouvé des solutions et tout ça. Mais ouais, c'est quand même pas évident. Bon, mais en tout cas, c'est chouette de pouvoir le partager sur le podcast. De quoi tu es le plus satisfaite aujourd'hui, là? Avec, si tu regardes dans le rétroviseur. De ça, de ce que je te dis, de dire que bon, même si c'était difficile et qu'on a dû repartir de zéro comme ça par choix, hein, qu'au final, on est quand même arrivé, tu vois. Même si on est encore sur le chemin et de toute façon, le chemin, on y est toute notre vie. Et il y aura toujours de nouveaux objectifs et de nouveaux challenges et tout ça. Mais me dire que on a su rebondir, c'est fort rebondir ensemble sans tu vois se déchirer, continuer à être une famille unie. C'est ça dont je suis fière, quoi. Ouais, c'est beau. Du coup, si je te dis rendre possible l'impossible, finalement, tu l'as expérimenté, quoi. Ouais, c'est vrai en quelque sorte. C'est ce qu'on a fait à notre échelle, ouais. On va parler de mental. Ouais. Je vais le définir à ta sauce, ce mot, mental. Tu le peindrais comment? J'ai envie de te dire. Je pense que le mental, c'est quand même, tu vois, la base de tout, quoi. Sans mental, tu vas nulle part. Et même dans le sport, enfin, je pense que le mental, c'est le 80%. Le mental, je pense que c'est quelque chose qui doit se structurer dès petit. L'éducation a beaucoup à voir avec notre structure mentale. Et en même temps, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose d'assez plastique qu'on peut modeler et façonner au fil du temps aussi. Je pense que le mental, s'il est bien travaillé et qu'on s'applique à l'adapter et tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'être plus résilients, de mieux rebondir, de sûrement du coup avoir une vie peut-être plus épanouie. Et ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, travailler son mental, ça me semble très important. Ça l'a toujours été, mais tu vois, dans le monde qui évolue très vite et en permanence, tu as plutôt intérêt à avoir un mental adaptable et agile, quoi. Et toi, justement, comment tu le travailles? En fait, je pense que je travaille pas consciemment mon mental. Tu vois, c'est pas vraiment comme, par exemple, tu vas aller faire du sport, tu te dis, bon, je vais prendre soin de mon corps et je vais essayer de me muscler et tu vois, d'être plus tonique et tout. Mais le mental, c'est plein de petites actions au quotidien, mais je pense que moi, c'est plus des habitudes. C'est-à-dire, tu vois, à travers les conversations, je pense qu'au final, je travaille mon mental parce que j'échange avec des autres personnes, je découvre d'autres points de vue, d'autres façons de voir le monde, d'autres sensibilités. Donc, je m'adapte aussi à ça. J'essaye de comprendre. C'est aussi dans les lectures,
dans ce que tu consommes, entre guillemets, les contenus, les podcasts et tout ça. Moi, je pense que au final, tu vois, c'est peut-être un peu égoïste ce que je vais dire, mais ce que j'essaye surtout, en fait, c'est de pas trop parasiter mon mental. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, ça fait 8 ans que je vis sans télé. Je sais très bien, en fait, je suis une personne qui n'arrive pas à être hermétique à ce qu'elle voit, à ce qu'elle entend, et que ça va énormément m'impacter. Donc, en fait, je suis obligée de me protéger. C'est pas faire à l'autruche, mais je vais pas, je cherche pas à les creuser, tu vois. Je vais pas aller voir des vidéos de décryptage d'informations et des documentaires sur toutes les atrocités qui peuvent se passer autour de nous actuellement, parce que c'est important d'être informé, tu vois, mais il y a un moment, faut aussi savoir se préserver, quoi. Et donc moi, mon mental, je préfère le préserver et je préfère le nourrir de choses qui vont plutôt m'élever que me plomber, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. De toute manière, part du principe qu'aujourd'hui, de toute manière, les médias tournent en boucle et en fait, on ne relaye que des choses Les anxiogènes. mauvaises nouvelles. Quand ils réinventeront peut-être le modèle de circulation de l'information en mettant à l'honneur les grandes réussites, les choses positives, tu vois. Ouais, Peut-être que je dis pas qu'il faut pas mettre en avant des choses qui méritent d'être, comment dire, des catastrophes. Oui, il y en a qui existent, tu vois. Du coup, ça permet de se rendre compte que bon ben, il y a peut-être des gens à aider, tout ça, mais oui, bien sûr. il porte trop les choses de manière tragique, surtout en fait. Et au final, c'est vrai que c'est hyper anxiogène. C'est très anxiogène. Et si t'es hyper empathique, si t'es hyper sensible, enfin voilà, c'est vrai que ces derniers jours là, on n'a pas été trop gâtés par les infos, C'est ça. les différentes alertes à la bombe dans tous les sites, comment dire, touristiques de Paris, le Louvre, le château de Versailles, la gare de Lyon, enfin, c'est assez. Je te dis, moi je me dis, je suis un peu comme toi, j'aurais tendance à me protéger en me disant, mais, Paris, eh ben j'irai pas en transport, je reste chez moi, je suis bien. Ouais, voilà, tu vois, je pense que il faut pas vivre hors du monde, mais il faut pas non plus essayer de savoir tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Faut rester un petit peu à l'écart quand même, parce que sinon, en fait, tu te fais happer, tu te fais broyer et tu vis pas, quoi, en fait. Et moi, je suis pas sur Terre pour, pour être dans cette, tu vois, tristesse et je dis pas que pas savoir ce qui se passe, hein, mais c'est comme, tu vois, les gens qui relayent tout le temps les mauvaises nouvelles aussi sur leur fil d'actu ou Mhm. qui vont tout le temps parler que de choses négatives sur les réseaux et tout. Bah, moi, c'est pas mon parti pris, tu vois. Moi, je préfère passer un peu pour illuminer de service ou la meuf un peu naïve, mais j'en ai rien à faire, en fait, parce que moi, je préfère, tu vois, divulguer un message plutôt poétique et optimiste que dire bah non, voilà, c'est dans l'air du temps, faut savoir ce qui se passe, faut souffrir avec tous les autres, et puis la vie est horrible, et puis de toute façon, tous à notre perte, enfin, tu vois. Ah ouais, bah ouais, je vois bien, je vois bien. Bientôt la fin du monde. Et j'ai un invité qui me fait bien rire, en fait, qui lui décrypte un peu l'information, mais d'une manière très sarcastique. Tu la décrypte assez bien parce que finalement, il la résume pas comme le feraient les médias et j'aime mieux parce que souvent il dit de manière sarcastique, on va tous mourir, on va tous mourir. Ouais, ouais, je vois bien. Mais donc voilà. Donc t'as pas de manière spécifique de travailler ton mental, tu l'as travaillé au fur et à mesure de tes expériences de vie finalement. Ouais, voilà, et puis bah, comme je te dis, en fait, surtout, ce que j'essaye, c'est de bien vivre, enfin, c'est de me faire plaisir, de me nourrir de choses qui me font du bien, en fait, tu vois, de pas m'infliger tout le temps. T'es une adepte de vivre le moment présent finalement. Ouais, voilà, ouais, de créer, de m'entourer de gens inspirants, d'essayer de voir à travers, tu vois, les failles, un petit peu de beauté quand même, et puis, ouais, de positiver malgré tout, quoi. Ouais, c'est important. Mais justement, pour positiver, qu'est-ce que tu fais? Bah voilà, c'est ça, en fait, je te dis, j'essaye de m'entourer justement de gens qui sont plutôt positifs, de pas trop passer du temps sur les actus et de faire des choses qui font sens pour moi, c'est-à-dire passer du temps avec mes enfants, passer du temps à créer,
aller m'aérer, voir la famille. J'ai envie de parler avec toi de la confiance en soi. Ouais. Comment elle s'est construite, la tienne? Bah, moi, en fait, tu vois, j'ai de la chance, c'est que, enfin, j'ai quand même eu une éducation où on avait confiance en moi et où on m'a donné de l'amour. Donc, déjà, quand même, beaucoup de chance, quoi. C'est pas le lot de tout le monde. Et puis après, je pense que la confiance en moi, il y a eu quand même un truc assez déclencheur dans le courant de ma jeunesse, c'est mon expérience Erasmus. Parce que au final, tu vois, c'est pas pareil de voyager et de te dire, bon, bah, pendant 1 an, je vais faire ma vie comme une étudiante sicilienne, quoi. Je prends ma valise et je pars pas juste en vacances. En fait, je pars pour vivre une expérience d'immersion où je vais aller aux Beaux-Arts de Palerme, où, alors que je ne parle pas un mot d'italien, dans une culture qui n'est pas la mienne, je vais avoir un appartement, voilà, pendant 1 an, en autonomie et tout. Et donc ça a été un peu ouais, le truc de me dire, bah, en fait, tu peux le faire. En fait, tu peux un peu, en fait, choisir qui tu es, tu vois, et te réinventer. Ça m'a vraiment bluffé de me rendre compte, pardon, que tu peux apprendre une langue rapidement. Et ouais, ça a été un peu l'élément déclencheur dans le fait de me dire, bah, tu peux avoir confiance en toi, tu y arrives, tu as bien réussi ça. Donc, du coup, après, tu vois, le fait de me réinventer avec ma famille à La Réunion et ensuite en Andalousie, ça, je pense que c'est les meilleurs apprentissages de confiance en moi, en fait. Toujours les sorties de zone de confort et puis d'immersion dans un nouveau mode de vie, quoi. Toi, moi, j'aime bien parler de zone de confiance, plus que de zone de confort. Ouais. Et finalement, le confort, on l'assimile presque à, tu sais, je suis dans mon canapé, quoi. Zone de confort, Ouais, 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 c'est vrai. zone de confiance. C'est intéressant de l'aborder un peu de cette manière-là, puisque finalement, on peut dire que la confiance, elle peut être fluctuante, dans le sens où, je donne cet exemple-là, si t'es pas manuel et que t'as jamais peint quand Ouais. tu commences, ben, t'es un peu hésitant, donc t'as pas forcément confiance encore. Et quand tu commences à être dans l'action, pas moi, savoir les couleurs que tu as envie de choisir, les pinceaux que tu as envie d'utiliser, peut-être le style de peinture que tu as envie de faire, ben, au fur et à mesure, ben, tu vas prendre confiance en toi puisque tu te rends compte que tu y arrives en fait. Ouais, ouais, bah, en Il y a fait, des choses qui sont à ta portée. J'aime bien le mot zone de confiance parce que finalement, c'est ça en fait. On est toujours en train d'acquérir des nouvelles compétences dans des domaines où on a envie de se mettre en action. Et c'est grâce à l'action que la confiance croît. ouais, c'est grâce à l'action que la confiance croît et c'est grâce à l'ancrage dans le présent aussi parce que, en fait, tu vois, le doute et le manque de confiance, c'est aussi souvent par projection, c'est par crainte, en fait, d'un avenir qui n'existe pas encore. Alors que, en fait, quand tu es dans le moment présent et que tu le vis vraiment à fond, bah, en fait, tu te dis, bah, en fait, c'est pas si terrible, tu vois. Quand tu es en train de le vivre, t'es pas en train de mourir, quoi, t'es pas en train de souffrir. Et en fait, tu réalises qu'au final, tu t'es peut-être fait une montagne de quelque chose qui était pas si insurmontable que ça. Que ce soit, tu vois, peindre pour la première fois, partir vivre dans un autre pays ou, ou que sais-je, une reconversion professionnelle ou autre. En fait, ce qui est souvent le plus angoissant, en fait, c'est le temps d'attente avant, le temps où on imagine et où on vit alors qu'on n'a pas encore vécu la chose, quoi. Mais après, quand tu es en train de la vivre pleinement, dans toute ton attention, au final, tu te rends compte que c'est rarement si terrible que ça, quoi. Effectivement. Quelle place tu donnes au droit à l'erreur? Tu vois, je pense que l'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage, quoi. C'est important. Pour moi, une erreur, c'est OK, c'est pas grave, en fait. Tu peux faire des erreurs, c'est pas un échec en soi, quoi. Ça fait partie du process. Que ce soit, tu vois, quand j'étais prof pour les évaluations, que ce soit mes enfants qui font parfois des erreurs ou moi, c'est pas grave. C'est là, en fait, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour mettre le doigt sur ce qu'on n'a pas compris. C'est juste, en fait, un tremplin pour aller de l'avant, quoi, pour nous donner de l'élan et nous donner l'envie d'avancer. Donc, non, l'erreur, c'est OK, quoi. Je dis le regard des autres. Le regard des autres, bah ça, c'est plus compliqué
En fait, tu vois, il y a un truc avec les réseaux sociaux. Tu as tout le temps l'impression qu'au final, on raconte toute une histoire, quoi, et que la vie, elle est comme elle est sur les réseaux. Mais en fait, la vie des réseaux, c'est une chose et la vraie vie, c'est une autre. Et les gens, la façon dont ils sont sur les réseaux, c'est pas forcément la façon dont ils se comportent et ce qu'ils sont vraiment dans la réalité. Et donc, je pense que le regard des autres, c'est une grosse question à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, quoi. Et qu'il faut apprendre à s'en détacher et que il faut utiliser peut-être le regard des autres, plutôt le regard de ses proches pour avancer, pour se construire, pour s'améliorer. Mais qu'après, voilà, il faut pas non plus en faire toute une histoire et que il faut arrêter un petit peu de ce jeu de la comparaison. Il faut relativiser et puis se dire que on a souvent l'impression, tu vois, d'être un peu en train de galérer et que tout le monde réussit trop bien, sauf nous avec les réseaux. Je trouve que ça fait beaucoup ça. Et ça, il faut essayer de s'en détacher, de lâcher prise, parce qu'après, quand tu parles avec les gens, que tu apprends à les connaître, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde a ses galères, quoi. Tout le monde a ses galères, tout le monde a sa réalité, et que voilà, les choses ne sont pas si simples qu'elles n'y paraissent, quoi. Oui, puis il y a des gens avec des forts égaux qui aiment bien en mettre plein la vue et au final, ils nourrissent leur propre ego, mais mieux se rassurer au final. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Mais le regard des autres, je pense que c'est quand même quelque chose, tu vois, d'important, quoi. Je veux dire, il faut en tenir compte. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec la phrase j'en ai rien à faire du regard des gens, tu vois, parce que, enfin, quand même, on n'est pas tout seul, tu vois, on est un individu parmi tant d'autres et c'est important quand même de prendre en considération comment les gens te perçoivent et aussi tes messages et ce que tu véhicules, comment ça peut être reçu, quoi, parce que, en fait, derrière tout ça, tu vois, il faut quand même bien rappeler que l'empathie, c'est primordial. Tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas satisfaire tout le monde, mais je pense quand même qu'il y a des maladresses ou des choses qui peuvent être évitées avec l'empathie et que c'est pour ça que le regard des autres, il faut plus le voir comme comment je peux éviter de blesser quelqu'un ou comment je peux lui apporter quelque chose de positif plus que le regard des autres comme oh là là, il fait mieux que moi ou punaise, elle déchire tout, je suis trop nulle ou qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu vois? Moi, j'aime bien m'inspirer de ce que je vois, en tout cas, sur les réseaux sociaux, mais de manière très positive. C'est-à-dire que Oui, c'est une source d'inspiration, c'est une source de, parfois d'idées aussi. Il y a des gens qui mettent en place des choses qui sont hyper intéressantes que tu dois même appliquer aussi, tu vois, mais à ta sauce. complètement. Et je trouve que c'est, moi, voilà, c'est plus, je les utilise plus comme ça. Il y a des gens qui sont inspirants, tu vois, qui racontent aussi en tout cas, leur parcours de vie qui peuvent être plus ou moins difficiles, mais qui ont rebondi. Donc, tu vois, c'est un peu, ça peut être aussi intéressant aussi de, alors, moi, comme je t'ai dit, hein, les réseaux sociaux, c'est aussi une source de découverte, des autres et également parfois l'envie aussi de les interviewer aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui émane d'eux sans forcément les connaître mais qui montre à voir en tout cas ça peut être inspirant, ça donne envie en tout cas d'en savoir plus. Ouais, je vois, c'est une sorte de fenêtre ouverte sur le monde. Après, ce qui est important, c'est quand même, tu vois, de vraiment choisir qui tu as envie d'écouter, de suivre ou de connaître, quoi. Il faut savoir faire le tri et il faut t'écouter, quoi. C'est juste ça. C'est ça, ouais, il faut suivre un peu son intuition. Ouais, voilà. Bon, après des fois l'intuition peut nous comment dire nous amener à des endroits intéressants parce que finalement c'est au gré des rencontres qu'on construit aussi son identité souvent. Oui, oui, complètement. Qu'on essaie ou alors il y a des rencontres qui nous amènent à comprendre certaines choses parce que chacun a une cartographie du monde différente. Les rencontres avec les gens, c'est hyper important, en tout cas. C'est hyper important. Ça permet de se construire. Exact. Est-ce que tu as déjà eu à gérer de la pression? Oui, en fait, pour moi, quand tu me parles de pression, je vais pas te dire que je considère avoir géré de la pression au niveau professionnel. Franchement, là-dessus, ce serait exagéré de ma part de le dire parce que tu vois, j'ai jamais sauvé de vie. J'ai jamais eu un métier dans lequel les gens déposaient leur vie entre mes mains, tu vois. Donc c'est pas à ce niveau-là. Après, à moindre échelle, tu vois, la pression que je pourrais déceler dans ma vie, c'est plus
c'est plus la pression du quotidien, quand tu dois un peu tout mener de front et que voilà, tes parents et tu as des enfants et que ces enfants comptent sur toi et que tu dois leur dédier du temps et que tu dois être présent pour leur bien-être, pour leurs apprentissages, pour leur épanouissement, pour leur développement. Et en même temps de ça, tu as les autres choses aussi autour qui gravitent et que tu dois aussi gérer. Tu vois, que ce soit les réalités routinières liées à la maison et tout ça, que ton travail, tes clients, ta vie de couple, tes propres ambitions, ton envie de développement aussi personnel, tes loisirs. Donc, tu vois, c'est tout ça, moi, que je verrais entre guillemets comme une sorte de pression, dans le sens où on n'a que 24 heures et on essaye toujours de faire au mieux, de faire son maximum. Et c'est dur de pas se sentir frustré en fin de journée, de dire, bon, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'aurais aimé faire plus. Et en fait, ça recommence tous les jours. C'est tous les jours que ça recommence. Donc, ça, mais c'est normal, tu vois, c'est une pression que tout le monde a. Ça n'a rien d'exceptionnel, en fait, ce que je suis en train de dire. Et tu vois, j'ai aucun mérite à l'expérimenter parce que c'est le lot de peut-être 75% des gens de la planète, quoi. Enfin, j'en sais rien, en fait, tu vois, je sais pas. Mais, non, je pense que franchement, les gens qui ont vraiment de la pression, tu vois, c'est les gens qui gèrent des entreprises avec je sais pas combien de centaines de personnes. C'est les gens qui opèrent à cœur ouvert. C'est les juges qui décident quelle sentence ils vont proclamer, tu vois, sur une personne coupable. C'est tout ça, quoi. C'est plus ce genre de pression-là qui fait peur et que moi j'ai choisi, en tout cas j'ai pas la chance, j'ai choisi de pas m'infliger parce que c'est pas quelque chose qui m'appelle, quoi. Alors, j'ai une question qui est intéressante, parce que du coup, pour créer, forcément, tu es obligé de te concentrer. Mhm. Comment tu fais pour être focus quand tu es dans une période de créativité, quand tu crées quelque chose? Comment je fais pour être focus? Alors déjà, tu vois, l'inspiration, c'est pas forcément quelque chose qui arrive à la demande. Donc déjà, j'essaye de m'écouter et si vraiment, tu vois, d'un coup, j'ai une super idée, j'ai envie de créer tout, bon bah je le fais, quoi. Je m'écoute, je le fais. Ensuite, si je veux essayer de provoquer la chose, il y a quand même des éléments que je peux mettre en place. Déjà, il y a la disponibilité mentale. Tu vois, si tu sais que tu as un truc à faire dans le quart d'heure qui suit, ça va être très difficile de commencer quelque chose. C'est logique. Donc, il faut quand même que tu aies un minimum de temps devant toi, de te sentir aussi capable de prendre ce temps pour créer. Il faut qu'il y ait quand même un certain calme autour de toi, une certaine sérénité. C'est très difficile de se mettre à créer quelque chose dans une agitation sonore bruyante. Donc voilà, donc le calme, la disponibilité. Et après, en fait, c'est le lâcher prise. Après, c'est le focus, il vient naturellement, en fait. Tu vois, l'action débloque quelque chose dans le mental qui fait qu'après, la concentration est là naturellement. Elle s'installe. Et c'est souvent après comme ça que tu vas rentrer dans un espèce d'état de flow où, au final, tu as l'impression que tu contrôles pas vraiment. Et en fait, tu es un peu comme dilué dans ton geste et le temps file et en fait, toi, tu es en train de créer et tu es vraiment dedans. Tu t'en rends même plus compte, en fait. C'est comme si tu faisais partie du truc, qu'il y avait plus toi et, par exemple, la feuille, sinon que ça faisait une symbiose. Tu vois? Ouais, je vois. C'est un peu comme un état hypnotique, peut-être? Ouais, ça Quand tu rappelle vas un au peu un cinéma, état. je sais que quand tu vas au cinéma ou quand tu conduis, par exemple, Oui, c'est long trajet, exactement. en fait, à un moment donné, tu rentres dans un état un petit peu semi-hypnotique où, je sais pas comment expliquer, mais tu rentres dans quelque chose, quoi. Ouais, c'est de la conscience modifiée, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, c'est compliqué de dire comment je suis focus, mais l'état de flow, il vient tout seul, il vient naturellement et il vient pas tout le temps. Mais comme je te dis, si tu veux
te mettre à une tâche, le mieux, c'est quand même, voilà, d'avoir cette dimension de disponibilité, de se sentir dans un endroit où tu es serein et puis d'avoir ce calme quand même ambiant. Je trouve que c'est des éléments qui jouent bien sur la concentration, mais à tous les niveaux, tu vois, que ce soit créatif ou pas, c'est pareil, quoi. Tu travailles quand même mieux, ta concentration est meilleure quand tu es disponible et dans le calme aussi, je trouve. J'ai une petite dernière. Ouais. Souvent, on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Rien lâcher, moi, je suis pas d'accord à 100%. En fait, c'est important, tu vois, de se définir des objectifs. Et les objectifs, en fait, à la base, ils découlent du pourquoi. Donc, c'est bien, en fait, de savoir pourquoi tu fais quelque chose, de comprendre, en fait, la racine de ton envie, de ton action, de tes objectifs. Mais en même temps, si tu ne fais jamais un pas de côté, que tu ne prends jamais du recul et que tu n'analyses jamais vraiment ce que tu t'es fixé comme cap, il y a un moment où tu peux quand même risquer d'aller dans un mur. Il faut pas non plus, tu vois, se mettre un truc en tête et vraiment après se dire c'est bon, c'est ça et j'y vais, quoi. Parce que parfois, la réalité autour de toi peut changer et donc du coup, ça peut faire que tu devrais, en fait, moduler un peu tes objectifs et donc tes actions. Tu peux aussi, toi, changer en tant que personne, tu peux évoluer. Si tu prends jamais la peine de te poser cette question et que tu es toujours focus objectif, 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 tu peux peut-être perdre ton temps. C'est important parfois de se reposer la question, quoi, et de s'analyser et de se demander si c'est toujours ça qu'on veut. Et puis aussi, tu vois, il faut rien lâcher. Il y a un moment où parfois, le mental ou le physique, en fait, on leur en demande trop et en fait, ils peuvent nous lâcher parce qu'on veut rien lâcher et c'est dangereux parce qu'en fait, on peut courir à notre propre perte à vouloir trop courir après, des objectifs. Donc, tu vois, c'est le cas avec les burn-out et tout ça, quoi. Au final, moi, je suis pas d'accord, quoi. Il faut pas rien lâcher et en fait, le fait de lâcher, bah, parfois, c'est ça aussi la réussite, c'est de te dire, bah, en fait, ça, c'était mon rêve, mais là, en fait, je suis en train de m'épuiser, je suis en train de m'user la santé, je suis en train de perdre peut-être les gens qui m'aiment autour de moi, je suis en train d'oublier qui je suis, d'oublier ce que c'était à la base, le vrai sens de ma vie, tu vois. Et moi, je pense que l'entêtement et la passion, c'est à double tranchant. C'est à la fois une force, c'est à la fois une grosse faiblesse et qu'il faut faire attention à ça, quoi. On arrive à la fin de l'épisode Ouais. et comme je te l'ai dit au tout début de l'épisode, j'aime bien que mon invité, du coup, vienne clôturer l'épisode en laissant un message qu'il a envie de partager avec mes auditeurs, quelque chose qui lui tient à cœur. Je trouve que c'est important. C'est quelque chose que finalement, comme je te disais, souvent on retient. C'est un podcast qui est relativement long, mais souvent on retient le début, souvent on retient la fin. L'entrée et la sortie sont importantes. Et Ouais. qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message pour finir? Alors, bah, tu vois, ce que j'aimerais laisser comme message, c'est que si je véhicule pas mal de contenu là sur Internet dernièrement autour de la notion de l'importance de la créativité, c'est aussi en réponse au fait que actuellement on parle énormément de création de contenu pour en fait simplifier le terme création. C'est toujours oui, il faut créer sur Internet, il faut créer du contenu, il faut créer des choses, il faut créer des trucs, gna gna gna. Moi, je suis pas trop d'accord. Et en fait, ce que je veux juste dire, c'est que si vous avez envie, en fait, de vous faire du bien, de vous faire plaisir et de mieux vous connaître, en fait, la créativité, c'est un outil avant tout de connaissance et de développement de soi, avant un outil de communication et un outil pour se donner à voir aux autres. Et donc, juste, voilà, il faut oser sortir de sa zone de confort et oser aller faire des activités et explorer des choses qu'on ne se donne pas le droit d'explorer et le faire pour soi, en fait, pas pour les autres, pas dans le but après d'en parler sur le net et de créer du contenu. En fait, juste créer pour vous, explorer. En fait, créer pour vous et explorer, c'est créez-vous et explorez-vous. C'est-à-dire que
Si tu le fais pour toi avant tout et que tu le fais, tu vois, en reconnectant un petit peu à ton enfant intérieur et en retrouvant le plaisir de faire, le plaisir de découvrir, bah en fait tu vas te retrouver toi. Et ça c'est important et ça n'a pas de prix. Et donc moi c'est ça que j'essaye de véhiculer, c'est en fait dire aux gens mais reconnectez-vous à vous-même et retrouvez-vous et amusez-vous et faites-vous plaisir et osez découvrir, osez explorer, osez aller vers des gens passionnés, osez apprendre de nouvelles choses, osez aller à la rencontre de nouvelles passions. Parce que au final, je trouve que c'est ça qui donne du relief à la vie et c'est dans l'exploration et la découverte et la curiosité qu'on apprend le plus sur soi et sur les autres de manière joyeuse, ludique et optimiste. Et je pense que c'est ça, tu vois, dont on a vraiment besoin aujourd'hui, quoi. Bon, bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Laetitia, Bah, merci à toi, Sébastien. pour ton temps. C'était chouette de pouvoir t'écouter, en tout cas sur le podcast. Je sais que tu organises des moments de créativité là où tu vis. Oui, Comment ça, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que je trouve que c'est chouette. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors, du coup, j'ai envie de le partager avec mes auditeurs. Je crois que c'est des semaines de créativité où les gens ils ouais. peuvent venir déposer leur valise tranquille et on va dire rentrer un petit peu dans l'univers qui est le tien et finalement c'est beaucoup de partage, de créativité dans un lieu un peu sympa en plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment, tu vois, une bulle immersive où on va passer pas mal de temps à vivre des ateliers, des activités créatives et ludiques ensemble. On échange aussi nos compétences, on apprend et on partage nos savoirs mutuellement. Et aussi, je mets une assez grosse importance sur les sens. Donc, il y a beaucoup d'activités en lien avec les sens pour aussi, tu vois, se reconnecter vraiment à soi. Et voilà, et ça se passe dans mon village andalou, au bord de la Méditerranée. Donc, il y a un côté un petit peu aussi authentique et hors du temps qui fait du bien à la tête. Et le but de tout ça, c'est surtout de sortir un peu du virtuel et des écrans et de créer des liens, de lancer des ponts comme ça entre les gens, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur statut, quelle que soit leur appétence envers l'art, parce qu'au final, c'est pas forcément pour les artistes, bien au contraire, c'est vraiment une invitation aussi à la découverte et à la curiosité. Voilà, c'est un mix un peu retraite entrepreneuriale et en même temps créative et inspirante. Pour retrouver les informations, pour en tout cas comment dire, avoir des infos sur Alors, comment tu organises, comment on fait pour se renseigner. alors, on peut aller sur mon LinkedIn, c'est Laetitia Gillard, GRD. Et aussi, j'ai un compte Instagram qui s'appelle La Case Azul. K-A-Z et Azul, ça s'écrit A-Z-U-L. Et entre chaque, il y a un tiret. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.